Alors qu'un Français sur deux estime que le risque d'un conflit mondial existe bel et bien, elle est revenue au cœur de l'actualité. L'armée française, des hommes et des femmes engagés sur plusieurs théâtres d'opération, mais aussi présents dans les Pays de la Loire. 6500 militaires et civils répartis à Saumur, au Mans ou encore ici, à l'école du génie d'Angers. Qui sont ces Français qui s'engagent aujourd'hui dans l'armée ou dans la réserve? Combien pèse l'armée dans l'économie ligérienne? Et comment la Grande Muette gère-t-elle les scandales de violences sexuelles qui l'éclaboussent, tout comme l'ensemble de la société? Pays de la Loire, l'armée en ordre de marche, c'est parti pour ce nouveau numéro d'Enquête de région. Et pour débuter cette émission, direction Fontevraud-l'Abbaye, dans le Maine-et-Loire, à la découverte du plus ancien régiment de cavalerie de l'armée française, le 2e régiment de dragons, fondé en 1635, la seule unité d'élite aujourd'hui spécialisée dans les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Habituellement plutôt discrète, elle nous a ouvert ses portes. Quelque part dans la campagne saumuroise, à l'abri des regards, les dragons se préparent. Ultime reconnaissance avec des drones furtifs. Leur objectif, dans une cave troglodyte, un laboratoire clandestin détiendrait des armes chimiques. Couvert intégralement d'une tenue étanche, Pablo, c'est bon pour moi. ces soldats d'élite donnent l'assaut. Ceci est un exercice plus vrai que nature, un scénario où l'ennemi a confectionné ces grenades de gaz qu'il s'apprêtait à lâcher par drone sur la population. Pour les manipuler, chaque geste compte, car en cas d'attaque, la rapidité de réaction est primordiale. Vous avez un opérateur qui réalise une détection avec un appareil de détection chimique pour s'assurer du produit en présence. Le scénario de l'exercice aujourd'hui est tiré d'engagements passés, mais aussi des conflits actuels. Comme sur le front ukrainien, où la Russie multiplie ces derniers mois les attaques au gaz. Toi, tu fais un prélèvement à ce niveau-là. Identifier les substances les plus dangereuses, c'est la spécialité du 2e régiment de dragons de Fontevraud. Un savoir-faire unique dans l'armée française contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Capable d'assurer la décontamination des hommes et des matériels sur tous les fronts. Ici, dans le Grand Nord, aux côtés de 30 000 soldats de l'OTAN, un bataillon complet de dragons est en première ligne face à la menace russe. Engagés en Europe de l'Est, mais aussi en Afrique ou au Proche-Orient, les hommes du lieutenant Jordan se préparent à repartir en Grèce, aux côtés des alliés de l'OTAN, dans les prochains jours. Les Français, le culte de la mission, on va chercher, même si la situation est un petit peu exotique ou quoi que ce soit, toujours aller un petit peu au-delà de ce qu'on apprend pour proposer la réponse la plus pertinente. Et à chaque fois qu'on échange, ça nous conforte sur l'expertise du régiment. 4, 3, 2, 1, go! Une expertise qui, à l'heure où les conflits s'intensifient, suscite de plus en plus de vocations. Ces nouvelles recrues, âgées de 17 à 30 ans, enchaînent les ateliers pour parfaire leur cohésion. Venu de Lorraine, Kinsey, 19 ans, a choisi de s'engager pour ce régiment très réputé. Ici, c'est plus spécialisé. On apprend beaucoup plus de choses, beaucoup plus en détail. Pendant notre formation, on a appris à utiliser le masque, par exemple, à apprendre comment décontaminer. En fait, c'est un honneur d'être ici parce qu'on nous apprend toute l'histoire en fait, du 2e régiment Dragon et on a une fierté. 1 minute 30. Un régiment où les entraînements se sont intensifiés ces dernières années. 9 pompes, c'est parti. 1, 2. Un virage pris par l'armée française pour se préparer à une guerre de haute intensité. Il y a un retour à un certain nombre de fondamentaux qui, sans avoir été oubliés,
étaient moins dans les préoccupations quotidiennes, comme s'enterrer dès qu'on a une longue station d'observation ou une longue station de défensive, pour éviter les tirs indirects, pour éviter d'être frappé par l'artillerie, frappé par les drones. Ça repasse aussi par peut-être plus d'intensité dans le combat rapproché, combat au corps à corps. Des techniques de combat d'antan au spectre d'une guerre chimique ou nucléaire. Les 900 soldats du 2e régiment de dragons de Fontevraud sont depuis 4 siècles les sentinelles d'une paix éphémère. Bonjour Patrick Stégère. Bonjour monsieur. Vous êtes général et officier général de la zone de défense et de sécurité Ouest, qui comprend entre autres les Pays de la Loire. Merci de nous accueillir ici au sein du 2e RIMA de Champagné, juste à côté du Mans. Plus de 60 ans de présence ici, 1200 hommes actuellement. Beaucoup de soldats qui viennent de territoires ultramarins. On a beaucoup effectivement de recrutement, notamment du Pacifique, également de nos Outre-mer, que ce soit les Antilles, la Réunion par exemple. Et donc il y a une forte proportion effectivement dans les troupes de marine, de marsouins, comme on dit chez nous. Le chef de l'État n'a pas exclu l'envoi de troupes en Ukraine. Quelle est la priorité aujourd'hui pour l'armée française pour qu'elle soit éventuellement prête à intervenir sur le terrain? On est prêt. La question ensuite, c'est dans quel contexte? Le contexte que vous évoquez, ça fait quand même quelques années déjà que nos chefs nous alertent ou nous préparent là-dessus. On se prépare à un ennemi plus fort, un ennemi qui va nous contester dans tous les domaines. Dans la supériorité aérienne, dans le domaine du cyber, dans le domaine des drones. Il suffit de regarder effectivement ce qui se passe, mais ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient, la façon dont le drone, qui jusqu'à l'époque récente, on le voyait surtout au moyen d'observation, et là, change complètement de capacité, ouvre en fait différentes perspectives. Et donc tout ça, on l'intègre à la fois dans nos raisonnements, dans notre doctrine et dans nos procédés tactiques. Le budget de l'armée, c'est 2% du PIB aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant à vos yeux? Je dirais c'est une bonne question. Faut voir par rapport à quoi. C'est-à-dire que ce qui donne le gabarit de tout ça, c'est la loi de programmation militaire. C'est par rapport aux objectifs. Si vous rehaussez les objectifs, il faudra évidemment plus de ressources. C'est cohérent. Après, il vous suffit de reprendre les déclarations de notre ministre en particulier, voir ce qui se passe dans cette démarche de réarmement de l'Europe, et donc comment, et là la décision elle appartient aux autorités politiques, comment la France s'inscrit dans cette démarche et quel niveau finalement on veut tenir, quel rang on veut tenir en Europe et par rapport à l'ensemble de ces menaces qui font plus que se profiler, qui sont là aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette guerre qui se métamorphose, vous parliez des drones, vous parliez pas de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi ça qui va rentrer en ligne de compte, est-ce que finalement il faut plus de moyens technologiques que de moyens humains? Au cœur du cœur, il restera toujours l'humain. Toujours. Mais quand on dit l'humain, ce qu'il faut voir aussi, c'est dans les conflits tels qu'ils sont, la dimension militaire, c'est une partie de la capacité défensive du pays. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Il y a aussi la volonté, la résilience de la population. Au bout du bout, ce n'est pas le drone qui fera la différence, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'humain qui, avec son éthique, avec ses règles morales, avec sa volonté, avec sa résilience, c'est lui qui fera la différence. Merci Patrick Stégère. Merci à vous. Allez, ça va, on va y aller. Sans humains, pas d'armée, on vient de le voir. Chaque année, l'armée de terre recrute 16 000 soldats, en très grande majorité des jeunes. Mais qu'est-ce qui les attire dans ce métier et comment se déroulent les épreuves de sélection? Réponse à Nantes et à Saint-Jacques-de-la-Lande, en Bretagne, près de Rennes, où tous les candidats du Grand Ouest doivent passer des tests de recrutement. Iliane, 18 ans, ambitionne de rejoindre l'infanterie. Un rêve depuis qu'il est petit. Il vient assister ce jour à une présentation du métier avec d'autres candidats dans ce centre d'information et de recrutement des forces armées à Nantes. L'armée de terre, on décline 6 valeurs.
hein, le mérite, la fraternité, le dévouement, encore le dépassement de soi, l'équité, l'exigence. Ilian est le seul ici à ne pas être issu d'une famille de militaires. Qu'est-ce qui te donne envie là-dedans? Je pense que c'est des valeurs qu'ils incarnent, du patriotisme, de servir son pays, c'est une cause importante. Et je pense que tous les militaires ou les futurs militaires sont là en grande partie pour ça. Pour intégrer une formation de soldats, Ilian devra passer des épreuves de recrutement. Une sélection dans l'armée, à laquelle va participer Axel. Pour lui, le grand jour, c'est demain. À 23 ans, cet Angevin souhaite intégrer l'école Saint-Cyr et devenir officier. Dans sa chambre, tout tourne autour du même univers. Soit de la bande dessinée qui a accès, soit très, très militaire, Seconde Guerre mondiale notamment. Même des livres d'ailleurs, on peut penser à des ouvrages du colonel Michel Goya qui va évoquer les armées. Mon grand-père, j'ai toujours été très intéressé par lui poser des questions sur ce qu'il avait fait pendant le service militaire. Il a juste fait un service militaire très simple, mais ça avait déjà suscité mon intérêt. Et quand j'étais petit, quand il y avait le 14 juillet, j'étais curieux de regarder ça. Ça, c'était à Saint-Jean-de-Luz. Axel montre à sa mère les dernières photos de lui lors de ses missions de réserviste. Le choix de carrière de son fils n'est pas toujours facile à vivre. Il y a un mélange de fierté dans ce qu'il entreprend, mais à la fois mêlé avec une certaine appréhension, une certaine crainte quand même. On n'est pas sans appréhension vu du contexte géopolitique actuel quand même. 6h45, nous retrouvons Axel au centre de sélection de Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Vous allez participer dans quelques instants à la cérémonie des couleurs. C'est la tradition avant le début des épreuves de recrutement. Saluer nos 3 couleurs, c'est avoir une pensée pour les soldats français qui sont en opération sur le territoire national ou à l'étranger. C'était un moment de cohésion et on prend le temps de poser l'attachement à ce qu'on considère comme un intérêt supérieur. Vous avez bien dormi, bien mangé, tout va bien? Alors si c'est le cas, un quart de tour à droite. Les voici maintenant partis pour les tests sportifs. Ils sont 31 candidats, 5 femmes seulement. Cette course particulière d'abord, appelée Luc Léger. Il court au rythme des bips qui s'accélèrent. Les militaires évaluent l'endurance, le dépassement de soi. Le 10, tu peux t'arrêter. Axel continue et termine parmi les meilleurs. Il y a un minimum à avoir. Ce minimum est en fonction de leur projet. Mais en aucun cas, le sport est éliminatoire ou quoi que ce soit. C'est vraiment un ensemble. Place à présent aux tractions pour les hommes. 13. Au tractage de poulies hautes pour les femmes. Il faut en faire un maximum. 3. Puis l'épreuve de la chaise. Axel a tenu pendant plus de 4 minutes. Top. C'est bien, c'est très très bien. À la fin des 3 épreuves sportives, les candidats débriefent. Je pense que c'est que dans la tête en fait la chaise. Ouais, tu fais le vide et voilà. Ouais, c'est beaucoup bien. Tu penses à rien. Moi je suis une grosse tête alors on va faire le vide dedans. On reste longtemps de faire l'armée. J'ai beaucoup hésité avant de m'engager, mais là cette année c'est un peu le déclic. Je savais pas trop quoi faire après les études. J'ai vu qu'avec un bac, je pouvais faire un peu ce que je voulais dans l'armée, donc voilà. Chaque année, 5000 candidats tentent leur chance ici. Moins de la moitié sont finalement recrutés. C'est pas difficile de recruter. 2 aspects sont très favorables au recrutement. La première, la bonne opinion de nos concitoyens des armées françaises. On a quand même 80% d'opinion favorable. La deuxième approche qui est très positive, c'est notre jeunesse. Elle a une conscience collective du coût de sa sécurité. Donc on a beaucoup de jeunes qui sont prêts à franchir le pas. Monsieur Tessier ? Capitaine. Bonjour. Bonjour. Vous venez avec moi ? Étape finale, l'entretien de motivation. Du coup,
La capitaine a analysé les résultats des tests sportifs, mais aussi médicaux et psychotechniques qu'Axel a passé la veille. Comment se sont passés pour vous ces 2 jours ici au sein du GRS? J'en suis plutôt content. Très bien. Plutôt content de comment ça s'est passé, content de la partie théorique, content aussi de la partie plutôt pratique axée sur le sport. Qu'est-ce qu'on attend? C'est quelqu'un qui a un bon potentiel pour assimiler et suivre la formation initiale, qui a déjà de bonnes bases sur le plan physique, parce que le métier de militaire est quand même assez sportif, mais aussi une personnalité qui soit aussi adaptable aux spécificités de l'institution, c'est-à-dire l'attrait pour la vie en collectivité, cette capacité à recevoir des ordres, mais aussi à en donner en fonction du type de candidature. L'heure du départ. 1 an qu'Axel préparait ses épreuves. Il repart satisfait. Je suis confiant de ce que j'ai pu présenter. Ça s'est bien passé ici, donc il ne reste plus qu'à assurer lors de la commission et normalement ça devrait être bon. C'est une commission nationale qui tranchera. Il saura en juillet si ses efforts ont payé et s'il intègre Saint-Cyr en septembre prochain. C'est un scandale qui a secoué début mai le prestigieux Prytanée national de la Flèche dans la Sarthe. Le suicide d'un ancien professeur accusé de viol et d'agression sexuelle sur une dizaine d'élèves durant 19 ans. Un enseignant qui a reconnu les faits dans un courrier avant de se donner la mort. L'armée qui, comme le cinéma, la politique ou encore les médias, n'échappe pas aux violences sexuelles. Regardez ce témoignage recueilli il y a 1 an à Angers. En entrant dans la marine, Manon pensait avoir trouvé sa vocation. En 2019, elle embarque à Brest comme cuisinière. Seule femme à bord, elle y fait la connaissance d'un technicien qui va devenir son agresseur. Il avait des gestes déplacés, des mains baladeuses, puis ensuite où carrément il m'enfermait dans ma cuisine et il me posait sur le plan de travail, il collait son sexe contre le mien et il me touchait les parties qu'il ne faut pas toucher sur une femme, clairement. Et qui me disait que j'étais sa chose et que je lui appartiendrais toujours. Manon dit avoir subi une 60aine d'agressions. Traumatisée, elle garde d'abord le silence avant de s'effondrer et de porter plainte. Son agresseur est mis à pied, 10 jours. La justice le condamne à 600 € de dommages et intérêts et à suivre un stage de citoyenneté. Une sanction incompréhensible pour la jeune femme et son avocat. Parce que cette personne était militaire en exercice, parce qu'il fallait absolument qu'il ait un casier judiciaire avec un bulletin numéro 2 vierge, eh bien on a appliqué ce type de sanctions et d'orientation procédurale. Le problème, c'est que n'importe quelle autre personne qui commettrait ce type d'agression avec ce nombre de faits et sur cette période de prévention ne bénéficierait probablement pas de cette procédure qui est favorable finalement. Et ce cas est loin d'être isolé au sein de la Grande Muette, plusieurs fois recadré par le défenseur des droits. Mais après le MeToo des armées l'année dernière, la parole se libère. 454 signalements pour violences sexuelles en 2024, 2 fois plus que l'année précédente. Les effectifs de la cellule de lutte contre ces violences vont également être doublés. Manon, elle, a quitté l'armée. Il n'y a pas assez d'encadrement, assez de choses qui fait qu'on peut être en confiance et c'est la victime qu'on écarte, pas le coupable, parce que c'est moi qui ai été débarqué du bateau. Depuis son témoignage, la sanction disciplinaire du militaire mis en cause a été alourdie. Il a lui aussi décidé de quitter définitivement la Marine nationale. Bonjour Laetitia Saint-Paul. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, devant le château de Saumur et cette très belle vue sur la Loire. Vous êtes député de la 4e circonscription du Maine-et-Loire, dans laquelle on se trouve, mais vous êtes aussi militaire, devenu député. Vous avez été également à l'origine, il y a 1 an, de ce qu'on a appelé le MeToo des armées. Vous avez recueilli énormément de plaintes de militaires femmes victimes d'agressions sexuelles ou voire même de viols. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, 1 an après l'émergence de ce MeToo des armées? Qu'est-ce qui a avancé? Je tiens à dire qu'à ce sujet, le ministre Lecornu et Madame Miralles, sa secrétaire d'État, ont été exemplaires. Ils ont accrédité la parole des victimes, lancé une inspection
des armées au sujet des violences sexuelles et sexistes, constaté que le problème était d'envergure et il y a eu tout un tas de mesures pour y faire face. Lesquelles? Alors, notamment externaliser la parole des victimes. Enfin, les armées, des fois, sont un peu un bocal. Et là, ils ont conclu un partenariat avec la Maison des Femmes Restart parce que c'est un métier à part entière que d'accueillir cette parole. Ils ont remis la victime au cœur de tout le dispositif, avec le renfort de la cellule Thémis d'aide aux victimes, avec la protection fonctionnelle renforcée, l'agresseur supposé suspendu pour pouvoir faire une enquête digne de ce nom, et l'obligation légale qui était peu connue jusqu'alors, de l'article 40. C'est crucial quand on est fonctionnaire, quel que soit le ministère, on est tenu de dénoncer un fait grave qui dépend du code pénal. C'est l'article 40. Donc la clé, c'est cesser l'omerta, cesser de culpabiliser la victime et cesser de déplacer la victime. Parce que dénoncer le problème, c'était devenir le problème. Et ça, en fait, c'est scandaleux et c'est pas digne de nos armées. L'armée n'assumait pas ce genre de fait en son sein? Absolument. J'y étais confrontée en tant que chef. Quand je commandais ma compagnie, j'ai l'une de mes jeunes soldates qui m'a rendu compte comme quoi son adjudant chef de section l'avait embrassée de force. Immédiatement, j'ai prévenu la cellule instruction, puisqu'elle était à l'instruction. Elle a été accompagnée à la gendarmerie. Et la seule personne punie, ça a été le chargé de l'instruction qui l'a accompagnée à la gendarmerie. Parce que le chef de corps, le colonel, n'avait pas du tout apprécié que le problème ne soit pas réglé en interne. Pas de publicité. Pas de publicité. Et puis on va quand même pas gâcher la carrière d'un sous-officier ancien pour si peu. Donc moi, je l'ai vécu. Effectivement, dénoncer le problème, c'est devenir le problème, qu'on soit la victime ou qu'on soit le chef. En gros, le chef se dit... ils vont croire en haut lieu que je ne suis pas capable de gérer les problèmes. Non, affronter les problèmes, c'est justement une qualité de chef. C'est en train de changer, mais ça va prendre du temps. Moi, j'identifie les écoles comme un lieu où il y a encore des dérives. Et du coup, le ministre m'a entendu. Et depuis 1 an, absolument toutes les écoles de France sont inspectées en ce moment. Et le rendu de l'inspection devra avoir lieu en juin. Donc l'effort continue et tant que je serai députée, je m'attellerai à ce problème parce que c'est un bel engagement que s'engager comme militaire et qu'il faut laisser personne le piétiner. Merci Laetitia Saint-Paul. Merci. En attendant la refonte annoncée du service national universel, la France souhaite renforcer la réserve opérationnelle. Objectif, attirer 100 000 de ses volontaires, des civils soucieux eux aussi de participer à la défense nationale. Près d'Angers, nous avons suivi 3 jeunes, 3 étudiants lors d'un week-end de sensibilisation. Aujourd'hui, dans la campagne angevine, c'est Opération Commando. Balise 19, ici. Après, on coupe le village et on revient PC2. Ces étudiants d'une école d'ingénieurs du Maine-et-Loire sont venus découvrir la réserve opérationnelle de l'armée. Ça vous plaît? Tout à fait, c'est passionnant. Là, on a fait 3 fois le tour du même champ, on s'est un petit peu perdu. Alexandre leur sert de guide, lui est déjà réserviste. Moi, j'ai une idée de m'engager derrière, éventuellement. Et comme j'ai personne dans ma famille qui n'a aucune expérience militaire ou que j'ai pas de personne à qui vous prendre de l'expérience, savoir si ça me plaît ou pas, je me suis dit la réserve, ça peut être une bonne idée en parallèle des études. Se mettre dans la peau d'un militaire le temps d'un week-end, c'est ce que sont venus chercher ces jeunes, peut-être de futurs recrues. J'ai toujours eu envie de me rapprocher d'expériences comme ça, commando, parcours, etc. Là, vous vous demandez pas ce que vous faites là. Faut que je sois caché visiblement, donc on fait ce qu'on peut.
Au programme camouflage donc, mais aussi lancer de grenades fictives et même tir à la carabine à plomb. Là, il faut que ta joue soit contre l'arme et en avant. Ok. T'as plus qu'à aligner. Un sentiment de puissance quand même, il y a un recul de l'arme au moment de tirer, c'est assez impressionnant. Et c'est pas un peu jouer à la guerre quand même? Au final, si, il faut pas prendre ça pour un jeu. Il faut garder dans l'optique que la réserve, c'est d'abord défendre la patrie, la France. C'est pas un jeu vidéo. Donc là, on prend conscience aussi justement des armes et de leur capacité de détruire derrière. Manon et Kylian réfléchissent sérieusement à intégrer la réserve opérationnelle qui veut désormais doubler ses effectifs. L'armée doit donc parler à ces jeunes qui n'ont pas connu le service militaire. C'est important d'avoir des personnes qui soient sensibilisées justement à cet élément de défense globale et des personnes qui soient prêtes à s'engager. Et on s'aperçoit que de nombreux jeunes que l'on a par exemple aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont aussi engagés dans des associations sportives, qui sont engagés à autre chose et ils se disent en quoi est-ce que je pourrais contribuer. Et c'est très intéressant de leur montrer comme quoi il existe d'autres carrières possibles. Alors pour tester leur endurance, au menu du soir, marche nocturne et ration de combat. Pour les rations chaudes, ici on a un rougail saucisse. Partir un jour au combat, ce n'est pas abordé dans le stage, mais les jeunes y pensent forcément. La jeunesse se pose la question, ce qui n'était peut-être pas le cas dans la génération de nos parents. En fait, ils se disaient peut-être pas qu'une guerre pouvait arriver sur notre territoire. Et aujourd'hui, il y a cette pensée qui revient. Je me prépare comme je peux, je m'entraîne, je fais à la réserve, je me forme. Et voilà, je me dis, si ça arrive, j'irai. Si la guerre les inquiète et qu'ils disent vouloir s'y préparer, elle leur paraît encore loin de leur réalité. L'armée est synonyme bien sûr d'emploi dans les Pays de la Loire. Près de 10 000 en tout répartis sur 200 entreprises, en très grande majorité des PME, sauf bien sûr les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. C'est là-bas que s'achève actuellement la construction d'un bâtiment ravitailleur de force. Son rôle, approvisionner en carburant, en munitions et en aliments les autres navires. Nous avons pu monter dessus avant son grand départ en mer. Avec sa coque grise, ses 194 mètres de long et ses 27 mètres de large, il ne passe pas inaperçu. Le ravitailleur BRF2 de la Marine nationale est en cours de finition. Sa construction a commencé en septembre 2023 au chantier de l'Atlantique. Ce navire aura un rôle crucial pour la logistique. Alors là, vous êtes sur un bâtiment ravitailleur de force, le Jacques Stoskopf, qui a pour principale mission de ravitailler les différentes unités, navires, qui se trouvent dans des zones de conflit. C'est un cordon ombilical entre la terre et les navires, et il va les ravitailler en carburant, en rechange, en vivres, pour leur permettre de durer dans le temps. Depuis le début, un équipage d'armement travaille à bord pour sa prise en main. Ils sont une soixantaine de marins, comme le quartier-maître première classe Julien. À bord, on a 2 canons de 40 mm. Sinon, du coup, on a des lance-missiles et on a plusieurs postes, on va dire, pour mettre des armes d'infanterie. Ça change énormément, on va dire, de ce que j'ai fait. C'est la première fois que je fais déjà un ravitailleur et surtout un bâtiment qui a un armement. Donc, professionnellement parlant, c'est assez intéressant. On découvre plein de choses, comment est-ce que c'est construit, etc. Donc, c'est plutôt enrichissant, je trouve. Est-ce que c'est un gros bateau quand même ou quoi? Plutôt, oui, il fait à peu près 192 mètres de long, donc c'est assez gros quand même. Ce ravitailleur est aussi un navire nouvelle génération bourré de technologie. Il a entre autres à son bord une infirmerie avec un bloc opératoire, des espaces de stockage immenses sur 5 ponts. À titre d'exemple, il peut embarquer de la nourriture pour 2000 personnes pour 2 mois. Et il a aussi dans ses cales des moyens de transport de défense plus inédits. Vous êtes ici dans le hangar aviation du bâtiment ravitailleur de force Jacques Stoskopf, hangar d'aviation qui a la possibilité d'accueillir un hélicoptère et un drone lors de différentes missions. Mi-avril, le ravitailleur a fait sa première sortie en mer. 3 jours d'essais de propulsion et de manœuvrabilité, un moment clé dans la vie de ce bâtiment de la Marine nationale. C'est vraiment une étape importante, la construction du navire, parce que c'est un moment où vous allez donner naissance à un bâtiment. Et c'est une fois dans la vie du navire. Et donc vous allez vous attacher
au navire et vous allez tout faire pour que justement vous arriviez à respecter les délais et que ça corresponde aux besoins, à notre besoin à nous, Marine nationale. C'est une très grande fierté effectivement, avec un super équipage, donc j'ai plaisir tous les matins à me lever pour venir travailler ici, effectivement. Le Jacques Tchoskov quittera définitivement Saint-Nazaire à la fin du mois de juin avec ses 130 marins. Direction Brest puis Toulon, son port d'attache. Bonjour Rémi de Mondeville. Bonjour monsieur. Vous êtes capitaine de vaisseau, commandant de la marine en région Pays de la Loire. Merci de nous accueillir ici, devant ce sémaphore de Piriac-sur-Mer, l'un des 3 de la côte ligérienne. Presque 40 ans d'existence pour celui que l'on surnomme le Sphinx en raison de sa forme architecturale. À quoi sert-il ce sémaphore? Il n'est pas tout seul déjà, puisqu'il y en a 24 le long de la façade atlantique. Et donc ils forment toute une chaîne de capteurs. Ils vont participer à des missions de défense maritime du territoire, d'action de l'État en mer et de surveillance de l'environnement. Donc ce sont un peu les yeux et les oreilles du préfet maritime. Et ici, au sémaphore de Piriac, on est face à l'île du Mai, on a le parc éolien de Guérande pas très loin. Et donc il y a tout un trafic, il y a une occupation du plan d'eau qui mérite au quotidien une surveillance, notamment avec les équipements très sophistiqués de ce sémaphore. Et voilier Evan du sémaphore de Piriac. Je vous reçois fort et clair, fort et clair. Merci bien, bonne journée à tous. On vient de le voir dans le reportage précédent, Saint-Nazaire, c'est bien sûr les chantiers de l'Atlantique avec la fin de la construction de ce bâtiment ravitailleur de force, mais c'est aussi la future construction du futur porte-avions nucléaire, le PANG, qui va remplacer à terme le Charles de Gaulle. Où en est-on de ce dossier? Il faut savoir que c'est un programme qui apparaît dans la loi de programmation militaire 2024-2030. Et donc, ce qui est inscrit dans cette loi de programmation militaire, c'est que c'est une admission au service actif qui est prévue pour 2038, donc on est sur du temps long, et avec une construction qui devrait débuter à Saint-Nazaire lorsque le ministre l'aura annoncé probablement dans quelques mois. Un porte-avions qui va succéder à l'actuel Charles de Gaulle, c'est un enjeu bien sûr de souveraineté, c'est aussi un enjeu économique et industriel pour la région. Mais absolument, ce sont des centaines d'entreprises qui vont développer leur savoir-faire sur les chantiers, notamment des entreprises de la filière navale et nucléaire. Ce sont des milliers d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs qui vont travailler sur ce chantier. Et donc derrière, ce sont des emplois évidemment pour le bassin nazérien. C'est aussi un enjeu RH pour nous, pour la marine, puisque ça veut dire qu'il va y avoir des centaines de marins qui vont converger sur Saint-Nazaire dans les années qui viennent. Alors un petit peu au début, puisqu'on aura sans doute les 5 premiers marins dès cet été, qui vont constituer un embryon d'équipage. Et on aura surtout l'arrivée de plusieurs centaines de marins à partir de 2032-2033. Il y a les marins, il y a également la réserve côtière notamment. Et ce site va être particulièrement concerné dans les années à venir pour attirer des réservistes? Absolument. Et d'une façon plus large, en fait, cette dynamique sur la réserve s'inscrit dans l'élan qu'a donné le ministre il y a 2 ans pour doubler la réserve opérationnelle. Donc ce seront des civils qui seront sous contrat pour une période déterminée avec la marine. Alors typiquement, la future escouade de réserve côtière qui sera basée ici au sémaphore de Piriac, qui va être créée dès cet été, va compter à terme, dans 3 ans, 70 réservistes opérationnels. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mixte entre 30% d'anciens marins et 70% qu'on appelle d'ab initio, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais connu les armées, jamais connu la marine, et qu'on va recruter et former à des tâches élémentaires. Leur mission, très clairement, ça va être de patrouiller, de surveiller et d'aller, naviguer dans les angles morts des sémaphores. Voilà. Car il y a des angles morts des sémaphores. Ou alors des zones qu'il faut renforcer, puisque tout ce qui est surveillance de plan d'eau, ça fait l'objet d'un travail de plusieurs administrations. Et donc les ERC, les escouades de réserve côtière, vont venir en complément des autres administrations. Rémi de Mondeville, l'un de vos objectifs, c'est aussi de séduire la jeunesse, et en particulier les lycéens, via des centres de préparation militaire marine? Absolument. Il faut savoir que la jeunesse est une priorité des armées. C'est une priorité du chef d'état-major des armées. Parce qu'aujourd'hui, on a une armée vieillissante? Non, pas du tout. Mais il faut savoir semer la graine pour faire en sorte que les jeunes, dès le lycée, dès le collège, puissent avoir un peu une idée de ce que sont les institutions militaires. Et donc, la marine a développé, depuis déjà 50 ans, un certain nombre de centres de préparation militaire marine. Il y en a une centaine dans toute la France. Et en région Pays de la Loire, j'anime, je pilote 6 centres de préparation militaire marine. Dans tous les départements, il y en a 2 en Loire-Atlantique,
à Nantes et à Saint-Nazaire. Et puis vous en avez également au Sable, en Vendée, au Mans, en Sarthe, à Laval, en Mayenne, et puis à Angers, en Maine-et-Loire. Donc ce sont des lycéens qui sont dans ces centres de préparation militaire marine. Quelle est leur sociologie? D'où viennent-ils? En fait, on a vraiment, dans la marine, l'image de la société telle qu'elle se présente aujourd'hui en 2025. Ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 21 ans, qui sont en majorité en première terminale, quelques-uns en seconde, quelques-uns en enseignement supérieur. Et donc, ils viennent pour un cycle qui va durer une année, une douzaine de samedis ou 6 week-ends, et ils vont découvrir la marine, ils vont découvrir les équipages en les rencontrant, et puis ils auront également une période bloquée à Brest, où sur place, ils vont véritablement découvrir les unités opérationnelles de la marine et aller à la rencontre, justement, des marins. Merci Rémi de Mondeville. Merci. Des marins qu'il faut bien sûr nourrir, tout comme le reste de l'armée, grâce à des rations alimentaires, toutes produites dans une usine du Maine-et-Loire, au Pont-de-Cé, de la nourriture réputée de qualité, selon l'armée. C'est une usine qui tourne à plein régime, dans la plus grande discrétion. 2 millions de rations alimentaires par an y sont conditionnées pour l'ensemble des armées françaises. Pour répondre à la cadence, la chaîne de production vient tout juste d'être modernisée. Cette chaîne-là a été installée en 1993 et au bout de 30 ans de vie d'un outil industriel, il est évident qu'il faut le remplacer. Donc l'intérêt de la chaîne, c'est d'assurer un rythme de production qui est identique au rythme de production initial, mais surtout aussi d'avoir une scalabilité, une capacité de produire plus dans l'avenir selon les éventuelles demandes du ministère. 70 personnes, pour l'essentiel des civils, contrôlent et approvisionnent cet assemblage de repas à la journée, rangés dans un seul carton, suffisamment petit pour être glissé dans la poche d'un sac à dos. Donc vous avez les repas du midi et le repas du soir, l'entrée et le dessert, le paquet de biscuits et le kit de réchauffage où vous avez dedans tout le système qui permet de réchauffer votre barquette. Après, on a une suite de robots qui va alimenter la boîte de ration avec, on va dire, ce que nous appelons les produits communs, qui sont en fait des agréments. C'est tout ce genre de petits produits qui va ramener du kilocalorie pour l'alimentation du soldat et lui permettre de tenir sur le terrain. 3600 calories quotidiennes, c'est la norme fixée par l'OTAN que ce laboratoire scrute de près. Des analyses sont effectuées sur site pour vérifier la qualité sanitaire et la valeur énergétique des aliments. Et tout au long de la chaîne, des codes-barres permettent de retracer le parcours des rations. Donc nous avons un système logistique intégré qui nous permet de prendre en compte la traçabilité depuis la réception du produit jusqu'à son élimination, que ce soit par la consommation ou que ce soit par une destruction. Tous les produits arrivent déjà cuisinés dans cet entrepôt en attendant d'être mis en colis. Fournis par des marques de l'industrie alimentaire, de quoi composer jusqu'à 14 menus différents, dont 7 sans viande de porc. Notre structure fait des appels d'offres et les sociétés qui répondent sont des sociétés françaises qui sont en grande majorité posées en Bretagne. La ration française telle qu'elle est constituée actuellement bénéficie d'une très bonne renommée avec les soldats sur le terrain, notamment avec leurs collègues étrangers, parce que la tradition française est de s'assurer qu'on mange de manière qualitative et peut-être que les autres armées n'ont peut-être pas ce même souci-là. Les militaires eux-mêmes sont invités à sélectionner les meilleurs menus lors de dégustations à l'aveugle, des goûts qui suivent l'air du temps. Actuellement à l'étude, une ration végétarienne pourrait demain intégrer les rations de combat. Bonjour Christophe Carusson. Bonjour. Vous êtes historien, chercheur associé à la faculté de Brest et également officier de réserve, d'où votre uniforme. Merci de nous accueillir ici dans cette salle des munitions du 6e régiment du génie d'Angers. On est entouré de dizaines et de dizaines d'obus. Ce sont des prises de guerre, ces obus? Alors ici, vous êtes dans la salle d'instruction, en effet, des démineurs du 6e régiment du génie. Et toutes les munitions que vous avez là ont été récupérées, soit dans les fouilles, soit sur les théâtres d'opérations extérieures. Les derniers, la bande sahélo-saharienne. Et toutes ces munitions qui sont évidemment neutralisées servent à l'instruction des jeunes sapeurs, des jeunes sous-officiers également, dont le déminage est le cœur de métier. Et oui, parce que
le génie, c'est bien sûr du déminage, mais c'est aussi de la destruction et de la construction de ponts. C'est ça, c'est la construction de ponts et puis également sur les théâtres d'opération, la construction des camps, la construction également du réseau d'eau, des réseaux d'électricité. Le génie pour l'armée française et pour les autres armées, c'est le couteau suisse en fait des militaires. Donc on sait, on est combattant et on est aussi technicien, on sait tout faire. À travers les années, ce 6e régiment du génie, il est allé de Madagascar jusqu'au Liban. Oui, c'est ça, en 1830, Madagascar, et puis la Chine, et puis tout récemment, ou plus récemment, l'ex-Yougoslavie, le Liban, le Cambodge, l'Afghanistan pendant 10 ans. Tous les théâtres jusqu'à la fermeture des théâtres africains tout dernièrement. Christophe Carichon, on va revenir à la situation ici, dans les Pays de la Loire. 6500 militaires et civils répartis majoritairement dans le Maine-et-Loire et en Sarthe. Est-ce que c'est peu par rapport à d'autres régions ? Alors c'est assez peu, en effet, si on compare avec l'ensemble des chiffres des armées, armées de terre, marine et armées de l'air et de l'espace, mais c'est aussi beaucoup, et c'est à l'origine de pas mal d'emplois, d'activités pour les écoles. Avec la professionnalisation des armées entamée il y a plus de 25 ans, on a fermé des régiments et recruté moins de soldats. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le contexte géopolitique actuel, on fait l'inverse ? Oui, on le sent bien, hein, on le sent bien. Il y a eu énormément de fermetures de régiments, en effet, après la professionnalisation voulue par Jacques Chirac à la fin des années 90. Et puis, avec le nouveau contexte géopolitique, eh bien, on recrée des unités, la brigade du génie dont je vous ai parlé, on en spécialise d'autres, et puis la réserve aussi monte en puissance. Christophe Carichon, il y a l'humain, mais aussi la technologie, et notamment la dronisation des combats. On le voit avec la guerre en Ukraine et l'utilisation massive du drone. Est-ce que l'armée française, aujourd'hui, a pris toute la mesure de ce changement technologique ? Oui, tout à fait. L'objectif est d'avoir environ 3000 drones pour 2025-2026. On a des drones de toutes les tailles, pour toutes les fonctions, des drones de reconnaissance, des drones de renseignement, des drones armés, et un régiment en particulier qui s'occupe de former des instructeurs drones qui ensuite, redispatchés dans les différents régiments de l'armée de terre, vont eux-mêmes former des moniteurs pour le drone. Donc en effet, c'est une arme d'avenir, dirait-on. Dernière question, très rapidement, vous n'avez pas de boule de cristal, mais l'armée du futur, comment est-ce que vous la voyez ? L'armée du futur, je crois qu'elle sera très technique, mais elle ne doit pas oublier sa rusticité. Et une des qualités... Qu'est-ce que vous entendez par rusticité ? La rusticité, c'est savoir avoir froid, savoir avoir faim et se débrouiller quand on a ce qu'on appelle chez nous une dégradation des moyens. S'il n'y a plus de drones, il faudra faire autrement. S'il n'y a plus de réseau informatique, il faudra faire autrement. Et on entraîne nos soldats justement à s'adapter, toujours, oui. Merci Christophe Carichon. Merci Mathieu. Cette question, à présent, à quoi ressemble l'après pour les 25 000 soldats qui quittent l'armée chaque année ? À Fontenay-le-Comte, en Vendée, un centre de formation professionnelle les aide à préparer au mieux leur seconde vie. Ils étaient fantassins, tireurs de mortier ou encore pilotes de char. Ils sont désormais stagiaires en soudure, en menuiserie, en travaux publics, en aéronautique ou en paysagisme. Chaque année, près de 1600 militaires se forment ici, à Fontenay-le-Comte. Des hommes et des femmes qui ont choisi de rejoindre la vie civile. 90% d'entre eux sont issus de l'armée de terre. Et alors, ce qui caractérise le centre, c'est que les profils en termes de métiers faits dans l'armée sont très variés. Mais notre cible, ce sont les contractuels, et notamment ceux qui ont servi dans les forces déployables à l'étranger. Parce que ce sont souvent eux qui ont des métiers très spécifiques, souvent de haut niveau, mais qui ne sont pas immédiatement transposables dans le monde civil. La lettre de motivation, donc ça apporte les informations complémentaires au CV. Donc sachez Aidés par l'adjudant Élise, les stagiaires apprennent les codes professionnels de la vie civile, comme les techniques de recherche d'emploi, une discipline totalement inconnue pour eux. On a vraiment un jargon militaire qu'il faut absolument transposer dans le civil. On ne va pas mettre qu'on a été, admettons, tireur d'élite dans l'armée. Ça, on oublie. On essaye de trouver, comment dire, un qualificatif de l'emploi qu'on a pu tenir au sein de l'armée, mais sans rentrer dans les détails. Bilan d'orientation, remise à niveau scolaire, formation qualifiante, tout est mis en place pour les aider à valoriser leurs compétences, tout en gérant leur stress. Il y a vraiment un sas, en fait. On est là, on est comme dans un sas de transition entre la vie militaire et la vie civile.
Étant militaire, on se dit, dans le civil, je pourrais rien faire, je suis nulle. Et en fait, non. Alors, je leur fais comprendre que, bien évidemment, en tant que militaire, on est assidu, on fait du travail en équipe, on est autonome. Le caporal-chef Nicolas a servi 18 ans dans l'armée, dont 10 ans dans l'artillerie de marine. L'atelier de menuiserie est désormais son quotidien, une formation de 8 mois qu'il achèvera en août prochain. Il se projette déjà dans ce nouveau monde. Quand on est militaire, en gros, on est dans un système un petit peu... où tout est bordé, tout est carré. On sait très bien qu'une fois qu'on repart dans le monde civil, là, on est un peu jeté dans le grand bain. On n'a plus cet encadrement qui peut nous aider, qui peut nous... Voilà, donc c'est là qu'il faut bien prendre sa décision et à côté faire tout ce qu'il faut pour que la sortie se passe bien et que le retour dans la vie civile soit la plus fluide possible. Mais la main sur la table, on appuie sur la table là pour pas que ça glisse au cas où. Ils sont sérieux, ils sont à l'écoute, il n'y a rien à leur reprocher, ils sont ponctuels. C'est des merveilleux stagiaires, je pense que j'aurais pas pu trouver mieux. Ils savent lire les plans, ils savent utiliser un logiciel de dessin assisté par ordinateur, ils savent poser, fabriquer avec du bois des matériaux dérivés. Donc en fait, ils peuvent aller en charpente, en maison ossature bois, agencement de magasins, agencement de bateaux, de camping-cars. Enfin, ils sauront s'adapter de toute manière. Dans le milieu du bois, ils vont réussir à s'adapter. Je ne me fais pas de soucis pour eux. Alexis Hogg a lui définitivement rendu son uniforme il y a plus d'1 an. Après 20 ans dans l'armée, ce fils et petit-fils de militaire est désormais soudeur. Il y a une petite transition à faire quand même au niveau... déjà, la discipline est un petit peu plus relâchée, mais ce qu'il y a vraiment dans l'armée, c'est cet esprit de cohésion, de camaraderie. Et en fait, du jour au lendemain, on se retrouve un petit peu seul. On part découvrir un nouveau monde, donc on est un petit peu lâché dans la nature entre les loups, quoi. Un saut dans le vide, sans regret. Je me suis vachement très bien adapté. Dans l'équipe où je travaille actuellement, il y a une super ambiance et ça se fait exactement naturellement. Et maintenant, je me sens vraiment bien. Donc c'est vraiment un bon choix que j'ai fait. Donc c'est une nouvelle carrière pour moi qui débute. Du CAP au Bac+2, une cinquantaine de formations sont dispensées au centre de Fontenay-le-Comte. 99% des stagiaires obtiennent leur titre professionnel. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé dessus. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle enquête de région.